tous et merci de votre participation à ce webinaire régional Présence qui porte sur la ventilation et le risque chimique. Donc nous sommes un groupe de préventeurs risques chimiques de différents services de prévention de santé au travail de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vais les laisser se présenter. On a tout d'abord Amaury Bécu. Oui, bonjour. Donc, je suis toxicologue industriel au sein d'un service de santé au travail en Haute-Savoie, sur Annecy, à ST 74. Et j'interviendrai donc sur ce premier webinaire en deuxième partie de session. On a ensuite Fanny Mathieu. Alors, on espère qu'elle a pu, qu'on peut l'entendre. Fanny, est-ce que tu es là? Bon, c'est pas grave. Elle se présentera lors de peut-être de la deuxième session. Donc, Fanny est ingénieure chimiste à MT2I à Grenoble. Donc, on a aussi avec nous Florence Sauzet. Bonjour, Florence Sauzet. Je suis toxicologue industrielle à Bourgoin-Jallieu au Nord-Isère et j'interviendrai en soutien aujourd'hui de mes collègues pour répondre à vos questions. Merci. On a ensuite Nicoletta Vladu. Bonjour, je suis ingénieure en prévention risque chimique à la GEMETRA, donc service de santé au travail de Lyon Métropole. Et je vais intervenir lors de la session de 9 décembre pour vous parler du risque ATEX et des aides financières en lien avec les ventilations. Merci Nicoletta. Et pour finir, moi je suis Ophélie Irma, préventeur risque chimique au sein du STVB, donc qui est basé à Villefranche-sur-Saône dans le Beaujolais. Donc vous l'aurez compris, on a organisé ce webinaire en deux parties parce que, alors vous le verrez, le thème de la ventilation et en plus le risque chimique, c'est quelque chose d'assez dense et qui est assez riche. Donc on a voulu séparer en fait notre webinaire en deux pour que les notions elles soient abordées un petit peu plus progressivement. Donc cette présentation, elle vise plusieurs objectifs. Le premier, c'est de vous aider à comprendre les règles de base en fait qui encadrent la ventilation du lieu de travail. Ensuite, c'est de vous donner les grands principes de conception et d'installation de dispositifs de ventilation. Ensuite, c'est de vous faire connaître en fait les différentes composantes d'une installation d'aspiration et puis le mode de fonctionnement. Un autre objectif, c'est de vous aider à identifier une aspiration qui n'est pas adaptée et de savoir l'argumenter en fait auprès de l'employeur. Et enfin, le dernier objectif, c'est de vous faire connaître les aides financières et techniques qui existent donc, pour vous, entreprise, vis-à-vis de la ventilation du lieu de travail. Donc, au sommaire de cette session, moi, je vais présenter quelques éléments de contexte et notamment quelques éléments réglementaires vis-à-vis de la ventilation et de la captation. Et je vous présenterai également les principes généraux de ventilation. Mon collègue Amaury, quant à lui, vous présentera les différents types de captage et il vous présentera quelques cas pratiques. Et enfin, on terminera cette session par des échanges où on pourra répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions. Donc, je le rappelle dans la rubrique et dans l'onglet questions de la fenêtre GoToWebinar tout au long de la présentation, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que le support et l'accès au replay vous sera transmis par mail après le webinaire. Donc c'est parti, on commence par quelques éléments de contexte et notamment les obligations réglementaires des employeurs. Donc dans le cadre de son activité, une entreprise, elle peut être amenée à utiliser des produits chimiques dangereux. Ces produits peuvent être composés de substances alors plus ou moins dangereuses aussi, hein, donc ça peut être des substances qui sont irritantes, corrosives, allergisantes, certaines peuvent être même plus dangereuses encore et être cancérigènes. Et donc, ces substances, elles vont être progressivement être émises dans l'air des lieux de travail sous différentes formes. Donc, elles peuvent être émises sous forme de gaz, d'aérosol, de fumée ou encore de poussière. Ah, petit souci. Excusez-moi. Du coup, ces substances, elles vont progressivement s'accumuler dans l'atmosphère de travail. Et cette situation, en fait, elle peut provoquer tout d'abord une dangerosité sur le long terme. Donc, c'est dans le cas d'une toxicité chronique. Et on a les personnes qui sont exposées, en fait, peuvent développer des maladies d'origine professionnelle. Donc, c'est le cas de certaines allergies. On peut avoir des pathologies respiratoires ou aussi oculaires.
En parallèle, ça peut présenter une dangerosité à court terme, donc c'est dans le cas d'une toxicité aiguë. Et là, on a le développement d'irritation, voire même de troubles neurologiques. Donc en parallèle du risque chimique, on a également le risque physique, puisque la dispersion des produits chimiques ou de matériaux qui sont inflammables dans l'atmosphère de travail, elle peut conduire ou être à l'origine d'incendies ou d'explosions. Donc c'est ce qu'on appelle le risque ATEX. Et ce risque, il sera plus abordé du coup en deuxième partie du webinaire. Donc tous ces éléments, ils tendent en faveur de l'importance de la ventilation et de l'aération des lieux de travail. En fait, cette démarche, elle va être essentielle pour, dans un premier temps, limiter la concentration de polluants dans l'air ambiant des locaux de travail et donc également réduire l'exposition des travailleurs aux polluants et d'éviter en fait leur impact sur leur santé. Concernant la réglementation, donc l'employeur, il est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Il doit donc mettre en œuvre une démarche de prévention dans son entreprise. En parallèle de ça, il doit s'assurer que les lieux dans lesquels ses salariés travaillent respectent bien la réglementation applicable. Et donc en matière d'aération, d'assainissement et de renouvellement d'air, donc des locaux de travail, il y a des règles générales qui sont fixées par décret et qui figurent dans le Code du travail. Donc tous les établissements qui sont soumis au Code du travail, ils doivent respecter ces dispositions qui sont spécifiques. Et l'ensemble des règles, elles sont fixées selon la nature et la catégorie et les caractéristiques des locaux de travail. Donc on distingue deux grandes catégories. La première, c'est les locaux à pollution non spécifique. Donc c'est les locaux pour lesquels la pollution elle est liée à la seule présence humaine. Donc c'est le cas des bureaux, des salles de réunion. Donc les locaux sanitaires par contre n'en font pas partie. Et deuxième catégorie, donc c'est celle sur laquelle on va s'intéresser nous aujourd'hui, ce sont les locaux à pollution spécifique, donc pour lesquels la pollution de l'atmosphère, elle est liée à l'activité professionnelle. Donc c'est ce qu'on va retrouver typiquement, c'est les ateliers de production, tout ce qui est atelier de mécanique, maintenance, ce genre de locaux. Donc l'article R4222-1 du Code de travail rappelle les deux objectifs de base de la ventilation. Le premier, qui est de maintenir un état de pureté de l'atmosphère qui soit propre à préserver la santé des travailleurs. Et le deuxième, c'est d'éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. Donc ça sous-entend en fait une obligation de contrôle et de maintenance des installations. Et ça, cette partie-là, elle sera plus développée dans la deuxième partie du webinaire jeudi. Donc j'insiste sur le point de la démarche de prévention qui est adoptée. Il y a des actions en fait à établir par ordre de priorité dans les locaux à pollution spécifique. Là, en tout premier, en fait, il convient de supprimer les émissions. Il convient de supprimer le polluant ou bien de le substituer par quelque chose qui est moins dangereux ou qui ne l'est pas. Si ça, c'est pas possible, il convient de capter au plus près donc, des émissions. Et si là encore, ce n'est pas suffisant ou si ce n'est pas techniquement possible, il convient de diluer la pollution résiduelle par la mise en œuvre d'une ventilation générale. Donc, les deux principales techniques d'aération et d'assainissement de l'air des lieux de travail, c'est donc le captage à la source et la ventilation générale. Donc, le captage à la source consiste à capter les polluants au plus près de l'émission. Donc, c'est ce qui est indiqué sur le petit schéma de ce tableau. On a un petit contenant qui contient du liquide qui émet des vapeurs. Et on a notre dispositif de captage qui récupère en fait les émanations au plus près. Donc ce système, en fait, il va tout simplement éviter la dispersion des polluants dans tout l'atelier. En parallèle, on a la ventilation générale qui, elle, permet en fait de diminuer les concentrations, mais sans réduire la quantité totale de polluants qui sont libérés dans l'atelier. Donc c'est ce qui est indiqué sur le petit schéma. Donc on a encore une dispersion des polluants, mais il nous reste quand même un niveau de pollution résiduel. Donc la ventilation générale opère vraiment par dilution des polluants, par un apport d'air neuf. Et donc je rappelle que la ventilation à la source doit être retenue en priorité dans tous les cas, et à chaque fois qu'il y a des produits toxiques et dangereux qui sont émis. Tandis que la ventilation générale, elle arrive en complément du captage à la source.
et ou si la ventilation locale est techniquement impossible. Donc, quelques photos de dispositifs de captage et de ventilation. Donc, pour le captage à la source, vous avez à gauche l'exemple d'une demi-cabine ouverte, aussi l'exemple d'un bras orientable aspirant, d'une hotte et d'un dosseret aspirant. Côté ventilation générale, vous avez donc une photo d'une gaine et d'un conduit, ainsi que d'un ventilateur, donc qui sont les éléments qui font partie du système. Et en ventilation générale naturelle, ben, c'est ce qui est au plus simple en fait. Là, la photo présente un atelier avec une porte, une grande porte en fait qui est régulièrement ouverte vers l'extérieur. Attention cependant, les systèmes de climatisation qui fonctionnent en recirculation d'air ne sont pas des systèmes de ventilation. Voici une petite illustration en fait vous montrant les différentes composantes d'une installation d'aspiration. Donc la première partie en bleu, c'est ce qui est au plus près des émissions, donc c'est la partie captage des polluants. En 2, on a la partie du système qui est relative au transport de l'air capté. En 3, en orange, la composante qui est relative au traitement de l'air avant le rejet. Et en mauve, le dispositif de compensation d'air. Parce que l'air extrait doit être compensé par des apports d'air neuf afin que le système de ventilation y reste efficace. Si on n'a pas de compensation d'air, on a une diminution des débits et de l'efficacité de l'aspiration. Ça permet d'éviter que l'air des zones polluées il soit entraîné dans les zones propres. Et ça permet d'éviter également les courants d'air. Concernant le traitement de l'air pollué, donc il y a deux manières de faire. L'air peut être rejeté à l'extérieur ou bien il peut être recyclé. Donc, dans le cas du rejet extérieur, c'est dans le cas où les polluants ils sont directement évacués à l'extérieur du bâtiment au fur et à mesure qu'ils sont captés. Donc l'air est préalablement filtré avant d'être rejeté et il est possible de coupler à ça une récupération d'énergie ou pas. L'efficacité en fait de ce système, elle va dépendre directement du captage et de l'introduction d'air neuf nécessaire pour compenser. Donc le rejet, il doit s'effectuer, j'y reviendrai plus tard, à l'écart des zones d'entrée d'air neuf et des ouvrants du bâtiment. Concernant le recyclage, donc à quoi ça consiste? L'air capté, il va être filtré afin d'être épuré avant d'être réintroduit dans le local de travail où la pollution doit être de même nature. Donc c'est une utilisation qui est assez restreinte en fait. Ça ne peut pas être appliqué à tous les cas de pollution. Et en plus, l'efficacité d'un épurateur n'est jamais totale, donc il y a toujours une très faible fraction de polluants qui n'est pas récupérée et qui est remise, qui est réintroduite dans le local de travail. Donc il faut être assez parcimonieux avec son utilisation. Donc l'efficacité du recyclage et sa fiabilité, ils vont dépendre de nombreux critères, notamment l'étude du système, son adaptation, mais aussi le contrôle de son fonctionnement. Le recyclage, il doit être limité aux périodes de chauffage. Voilà, je vous propose un petit exercice pratique. Donc, sur ces deux photos, une situation de travail. Donc, nous avons un opérateur qui réalise dans le cadre de son activité quotidienne 45 minutes de ponçage de ce qu'on appelle des dalles réfractaires. Et cette activité de ponçage, ça génère une production de poussière assez importante, comme on peut le voir sur la photo. Et ma question est la suivante. Pour cette opération, en complément de la protection individuelle du salarié, donc une protection respiratoire, pour vous, quelle est la protection collective qui doit être mise en place? Est-ce qu'il n'y a pas besoin, puisqu'il a une protection respiratoire? Est-ce qu'il faut mettre en place une ventilation mécanique générale? Est-ce qu'il faut établir une aspiration intégrée à la ponceuse? Ou est-ce qu'une hotte serait la solution? Donc, je vais vous lancer le sondage. Alors, vous êtes 54% à avoir indiqué qu'une ventilation mécanique générale serait à mettre en place. 78% à indiquer que l'aspiration intégrée à la ponceuse devrait être mise en place.
et 27% a indiqué une hotte. 1% a indiqué rien car il a une protection respiratoire. Ophélie, Vous voyez les résultats du sondage? Oui, on les voit. Ok, désolée, je pensais que c'était indiqué. Très bien, donc merci pour votre participation. Hop. Donc la réponse à cette question. Voilà. En fait, pour pouvoir répondre à cette question, il faut se reporter en fait à la démarche de prévention qu'on a vue précédemment. Donc, pour rappel, en premier, on essayait de supprimer les émissions. Donc ici, ça semble un petit peu compliqué, donc, puisque l'activité de ponçage est vraiment nécessaire à l'activité de l'entreprise. Donc, à défaut, capter au plus près des émissions. Donc, c'est pour cela qu'une aspiration intégrée à la ponceuse était une bonne solution. Et enfin, au vu des quantités de poussière émises, une ventilation mécanique générale était également à mettre en œuvre en complément. Alors, le fait de ne rien mettre car il a une protection respiratoire n'est évidemment pas une bonne solution. Et la hotte non plus, mais ça, ce sera plus... ça vous sera expliqué un petit peu plus en détail dans la deuxième partie du webinaire. Je passe maintenant aux 9 principes généraux de ventilation pour capter les polluants. Donc ça, ce sont des principes qui concernent la ventilation locale par aspiration à la source. Donc, si vous souhaitez, moi je vais vous les développer juste après. Si vous souhaitez voir des illustrations vidéo de chacun de ces principes, vous pouvez bien sûr cliquer sur le lien YouTube que je vous ai mis en bas à droite de la diapo pour avoir une meilleure idée de ce que c'est. Donc, le premier principe, c'est envelopper au maximum la zone de production des polluants. Le deuxième, c'est capter au plus près de la source d'émission. Le principe 3, c'est installer le dispositif de telle sorte que l'opérateur ne se trouve pas situé entre la source de pollution et l'aspiration. Le quatrième principe, c'est utiliser les mouvements naturels des polluants. Le cinquième, c'est induire une vitesse d'air suffisante au point d'émission. En 6, répartir uniformément les vitesses d'air au niveau de la zone de captage. Le septième principe, c'est compenser les sorties d'air par des entrées d'air correspondantes. En 8, c'est éviter les courants d'air. Et en 9, c'est rejeter l'air pollué en dehors des zones d'entrée d'air neuf. Pardon. Alors, le premier principe, c'est donc d'envelopper au maximum la zone de production des polluants. Donc, ce principe consiste à capoter, enfermer en fait une zone de travail qui est polluante avec une enceinte. Qui soit la plus enveloppante possible. Donc, c'est ce qui est indiqué sur le petit schéma de gauche. Donc, il faut que ce complément d'encoffrement, en fait, ne gêne pas le travail des opérateurs. Et en fait, il va permettre d'augmenter l'efficacité de captage tout en diminuant le débit d'air extrait. Donc, ça a un avantage également économique et écologique. Donc, vous avez sur la photo, sur les deux photos de droite, des exemples de bonnes pratiques, en fait. Donc, on a une table avec un dosseret aspirant et puis une poubelle contenant des déchets inflammables qui est bien enfermée, bien enveloppée au niveau de l'aspiration. Un petit point de vigilance, par contre, ce sera de veiller à diminuer en fait les surfaces de fuite pour maintenir l'efficacité. Et il faudra également veiller à ce que l'enceinte soit en dépression par rapport au reste de l'atelier. Le principe numéro 2, c'est de capter au plus près de la zone d'émission. Donc en fait, plus on va s'éloigner de la source d'émission, plus on va devoir déployer des débits élevés et donc ça va coûter plus et ça va être encore plus bruyant pour pouvoir réussir à avoir la même efficacité d'un dispositif qui est au plus près. Donc, l'efficacité des dispositifs d'aspiration diminue avec la distance. Donc, il est important de bien positionner le point de captage aussi en fonction de la géométrie de la zone d'émission, comme l'illustre la photo sur la droite. Donc, l'éloignement de la source d'aspiration, il est assez fréquent sur les postes où la source de pollution n'est pas fixe. Mais il faut essayer d'éviter d'avoir une captation qui est éloignée de la zone d'émission. Le principe numéro 3, c'est donc du bon sens, hein,
c'est installer le dispositif d'aspiration de telle sorte que l'opérateur ne se trouve pas entre la source de pollution et l'aspiration. Donc, comme l'illustrent ces 4 petites images, donc en rouge, on a l'exemple lorsqu'un opérateur est vraiment à l'évoie respiratoire entre, dans le flux de polluants, en fait. Et donc en vert, c'est ce qui est préconisé. Donc les voies respiratoires ne doivent jamais se situer entre la zone d'émission du polluant et le point de captage. Le principe suivant, c'est d'utiliser les mouvements naturels des polluants. Donc ça, c'est un principe qui s'applique particulièrement aux poussières qui vont être émises avec des outils qui tournent à grande vitesse. Donc par exemple des meuleuses, des scies, des ponceuses. Donc, le dispositif de captage doit toujours se trouver dans la trajectoire des poussières pour pouvoir aspirer toutes les poussières, donc les petites comme les grosses. Donc, attention cependant, il faut veiller à ce que si l'émission de poussière elle est vraiment à forte vitesse, de positionner l'aspiration dans le sillon d'émission des poussières. Donc, c'est comme la petite photo encadrée en vert l'illustre. Il faut penser aussi que si on est dans un process qui est à chaud, il faut bien prendre en compte la force ascensionnelle pour les gaz chauds. Le principe numéro 5, c'est induire une vitesse d'air suffisante au point d'émission. Donc, à savoir que si on a une vitesse induite au point d'émission qui est suffisante, on va avoir des émissions qui vont être correctement captées et en totalité. Par contre, si la vitesse induite au point d'émission est insuffisante, eh ben, on va avoir une partie des émissions et des polluants qui va se diffuser en fait dans le lieu de travail. Donc en fait, les vitesses de captage, elles vont dépendre du polluant, du procédé et également de l'environnement. Il faut qu'elles soient suffisantes pour pouvoir s'opposer aux effets des courants d'air, mais aussi aux effets des mouvements de l'air pollué. Donc, il n'existe pas véritablement de recueil réglementaire des vitesses à mettre en œuvre par la réglementation. Par contre, l'INRS donne des valeurs minimales de vitesse d'air et donc il y a un tableau que vous pouvez consulter dans le document ED 695 de l'INRS pour vous donner une ordre d'idée des vitesses à mettre en place selon le procédé utilisé dans votre entreprise. Quelques points de vigilance. Il faudra veiller à augmenter les vitesses de captage et de transport pour les poussières, étant donné qu'elles sont plus lourdes que les gaz, pour qu'elles soient bien entraînées en fait, dans le sillage du réseau d'aspiration. Et il faut également penser à augmenter la vitesse de captage si la température du procédé est assez importante. Donc voici une petite image pour montrer en fait à l'aide d'un fumigène c'est pour illustrer en fait qu'on va vérifier que la vitesse d'air d'un système de captage est suffisante. Le principe numéro 6, c'est répartir uniformément les vitesses d'air au niveau de la zone de captage. Donc ça, c'est un principe qui est important parce que les vitesses d'aspiration, c'est important qu'elles soient réparties le plus uniformément possible sur la zone d'émanation des polluants. Donc sur le petit schéma sur votre gauche, en fait, on se rend compte que plus on s'éloigne du moteur d'aspiration, plus on s'en éloigne, et bien moins la vitesse d'aspiration est efficace. Du coup, plus on est éloigné du point de captage, plus on va avoir des fuites d'air pollué. Donc cette configuration, en fait, elle est inefficace puisqu'on a une inefficacité d'aspiration sur toute la surface. Par contre, si on répartit uniformément la vitesse d'aspiration, donc si là le point de captage, la distance est la même en tout point, on a une réelle efficacité d'aspiration sur toute la surface. Donc en fonction de l'éloignement du point de captage par rapport au moteur d'aspiration, il faut penser à mettre en place une diminution, enfin à diminuer en fait les diamètres de gaine pour que la vitesse elle soit plus importante et pour que ce soit plus efficace si on s'éloigne, si on est plus éloigné du moteur d'aspiration. Le principe suivant, c'est de compenser les sorties d'air par des entrées d'air correspondantes. Donc l'introduction d'air de compensation, elle va permettre d'assurer l'efficacité tout simplement des systèmes de ventilation.
Donc, comme l'illustrent ces deux schémas, si on n'a pas d'air de compensation, le ventilateur continue de tourner et il met le local en dépression. Et ainsi, il n'est pas possible en fait d'extraire les polluants. Tandis que quand on a un air de compensation qui est injecté, donc le ventilateur continue de tourner et ça crée un mouvement d'extraction des polluants. Donc, il faut vraiment faire attention s'il y a un manque d'air dans le local de travail, ça peut provoquer une dépression du bâtiment et donc faire résistance pour les ventilateurs et du coup on a une perte de débit d'aspiration et donc on peut perdre en efficacité d'aspiration. Le principe numéro 8, c'est d'éviter les courants d'air. Donc comme l'illustrent ces deux petits schémas, si on a un courant d'air, cela peut perturber la captation des polluants. Tandis que quand on met en place un capotage, ça va permettre justement d'éviter les perturbations de flux de captage dues au courant d'air. Voilà. Il est également nécessaire d'assurer un débit d'air de compensation qui soit correct et distribué régulièrement dans tout le local de travail. Il faut penser également à placer l'opérateur en dehors des zones de vitesse d'air qui sont élevées, parce que ça peut provoquer un inconfort thermique, en fait, une sensation de courant d'air. Et il faut également penser à assurer un chauffage qui soit correct, surtout en hiver, dans les locaux de travail. Donc la photo à droite donne l'exemple de ce qui est à éviter de faire. Donc on voit un ventilateur en fait juste au sommet d'une machine. Donc si on imagine l'opérateur juste devant, donc bon en été quand il fait chaud ça va. Par contre le reste de l'année ça peut être embêtant et ça crée également des courants d'air qui peuvent perturber la bonne captation des polluants. Le dernier principe, c'est de rejeter l'air pollué en dehors des zones d'entrée d'air neuf. Donc, je l'avais abordé précédemment. Donc, en fait, il convient de rejeter idéalement en toiture et il faut que la prise d'air neuf, elle soit en façade. Pourquoi? Si la cheminée n'est pas à hauteur suffisante, en fait, on va avoir une recaptation de l'air rejeté et il va être réintroduit, il risque d'être recapté et réintroduit dans le local de travail. Tandis que si la hauteur de cheminée, elle est suffisante et si on a bien pris en compte la force et la direction du vent et le relief autour du bâtiment, il y a moins de risque de recapter en fait cet air rejeté et de le réintroduire dans le local de travail. Donc c'est bien, il est vraiment important de prendre en compte ce principe-là. Un deuxième petit exercice. Donc sur cette photo, vous avez donc un poste de travail qui est un poste d'encollage où l'opérateur il utilise des produits chimiques volatiles. Donc l'opérateur travaille assis à ce poste 3 heures par jour. Et la question c'est est-ce que pour vous, tel qu'il est là sur la photo, ce dispositif de captage est adapté à la situation de travail. Donc, je vais vous partager le deuxième sondage et vous donne quelques instants pour répondre. Allez, c'est bon, on arrête. Du coup, vous êtes 23% à avoir répondu que ce dispositif était adapté à la situation de travail et 77% à indiquer qu'il n'est pas adapté. Alors, la réponse à cette petite problématique, c'est qu'en fait, non. Actuellement, tel qu'il est présenté, ce poste de travail n'est pas adapté. Pourquoi? Parce que déjà, quand le salarié est assis à ce poste, il a les voies respiratoires qui sont susceptibles d'être placées entre les produits chimiques volatiles qu'il utilise et le système de captation. De plus, si dans cette pièce il y a des courants d'air, ça peut vraiment perturber en fait la bonne captation des vapeurs de colle. Donc la solution en fait, c'est quand on se reporte aux différents principes généraux de ventilation, en fait on va être amené à améliorer ce poste de travail. Donc si on prend
Si on se réfère au premier principe, qui est d'envelopper au maximum la zone de production des polluants, et ben en fait, on va rabaisser ce petit système de ventilation et créer une petite ouverture pour que l'opérateur puisse toujours manipuler les produits sans être gêné. Si on se réfère au troisième principe, c'est d'installer le capteur de telle sorte que l'opérateur ne se trouve pas situé entre la source de pollution et l'aspiration. Donc là, c'est bon, notre salarié il peut être assis en face de son poste de travail et ses voies respiratoires ne sont pas comprises entre les produits volatiles et l'aspiration. Et enfin, le principe 8, il est respecté puisque vu qu'on a rabaissé en fait cette petite hotte aspirante, les courants d'air sont moins susceptibles en fait de gêner la bonne aspiration des émanations de produits. Donc, il est possible de rendre efficace un système sans gros moyens financiers importants. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vais laisser la main à mon collègue Amaury. Hop. Voilà. Amaury, je te laisse la main. Merci Ophélie. Donc je prends la suite de ce webinaire, donc la seconde partie. L'objectif, c'est de vous présenter les différents types de captage, à savoir pour vous, dans vos entreprises, quel type de captage serait le plus adapté. Et ça va se baser notamment sur les éléments qu'a évoqué Ophélie, donc les principes généraux donc de prévention. Alors, on va commencer, je vais vous présenter déjà pas à pas les différents types de captage, les grandes familles, et après on donnera des exemples concrets pour que vous puissiez visualiser un peu ce type de captage. Et on finira aussi cette présentation et ce webinaire par des cas concrets avant d'en arriver aux questions. Première étape, on va avoir 3 grandes familles de captage, de dispositifs de captage. Donc le captage enveloppant, où on a la source de pollution qui se situe à l'intérieur de ce dispositif de captage, donc on schématisé ici en bleu. Des captages inducteurs où la source de pollution qui va être émise, donc représentée ici en rouge par les nuages de vapeur. Le captage inducteur va assurer des vitesses d'air qui doivent être suffisantes pour capter ces différentes vapeurs notamment. On verra, il n'y a pas de solution type sur les vitesses à mettre en œuvre, ça va être au cas par cas. Et la troisième famille de dispositifs de captage, ce sont les capteurs récepteurs, où on a en premier point une émission à vitesse importante de polluants, principalement des poussières, a été évoqué des exemples de meulage notamment, ou de phase de découpe. Et suite à cette émission avec des vitesses extrêmement importantes, on va positionner un captage au bon endroit pour réceptionner ces poussières et ensuite être capable justement de les éliminer par transport. Donc je vais revenir point à point sur ces différents types de captage. Donc, premièrement, le captage enveloppant. Alors, différents types de captage enveloppant, je vous en ai mis quelques exemples ici. Donc cet exemple avec à chaque fois un visuel. Sur ce webinaire, je ne vais détailler que ceux qui sont mis en gras, donc les 2 premières parties. Les autres ne seront pas détaillés dans le webinaire, donc dans cette présentation orale. Par contre, seront dans le document qu'on vous fera parvenir à la fin donc, du second webinaire. Donc, vous aurez le détail pour les armoires de stockage, les boîtes à gants, les 2 Sorbonne et les postes de sécurité microbiologique. Mais dans le cadre de ce webinaire, on s'est focalisé sur les aspirations intégrées dans une machine caractérisée, c'est ce qu'on peut voir sur la photo, et aussi les cabines de ventilation qu'on retrouve quand même régulièrement dans différents process et dans différents secteurs, notamment industriels. Alors, si je détaille un peu plus dans les dispositifs de type enveloppant les aspirations intégrées, on peut avoir 2 possibilités, soit un encombrement total de la machine, qu'on va retrouver notamment dans des centres d'usinage, par exemple, numériques, où clairement on le voit, la pollution est à l'intérieur de ce centre d'usinage et il y a un capotage complet, une aspiration qu'on voit ici, donc schématisé au niveau, donc, du flexible.
Deuxième possibilité, c'est d'avoir une aspiration intégrée où l'encombrement se fait uniquement sur une partie qui va générer les polluants. Donc ça peut se mettre dans le cadre d'une ligne de production où on a identifié une phase polluante. Dans cet exemple, un module de séchage, et on va capoter cette zone pour mettre en place une aspiration uniquement sur cette zone. La présentation sera toujours faite de façon identique. Je vais toujours présenter donc les domaines d'utilisation, les limites et les vigilances de chaque système d'aspiration, et puis donc les caractéristiques techniques à mettre en œuvre, notamment les vitesses de captage au point d'émission. Pour ce type d'aspiration intégrée, donc on va le retrouver, je vous l'ai dit, sur tout type de machine qui peut être caractérisée, soit à la conception ou soit ensuite après modification. Donc dans ce cas-là, prendre en compte la directive machine pour tout ce qui est les modifications ultérieures pour ne pas modifier la sécurité, notamment en lien avec l'utilisation des différents outils machines. Les limites, il faut évidemment qu'il y ait des capots amovibles et que ça ne doit pas gêner la manipulation de l'opérateur. Donc l'opérateur doit pouvoir facilement accéder à sa zone de travail. C'est ce qu'on retrouve notamment dans les centres d'usinage, où il peut évidemment ouvrir régulièrement ces types de capotage, voire même il a une petite fenêtre qui permet de visualiser la qualité de son travail. Point de vigilance aussi, attention à la notion de temporisation. Donc, oui, vous allez capoter une zone de travail où il y a émission potentiellement importante de polluants, de brouillard de vapeur. Si j'ouvre très rapidement mon capotage pour regarder la qualité de mon travail, pour faire un réglage, pour récupérer la pièce, il y a la possibilité encore d'être exposé à des vapeurs, notamment, ou des brouillards d'huile qui seraient encore en suspension. D'où l'importance de prendre en compte un temps de temporisation à déterminer en fonction du process pour permettre justement de diminuer la concentration ambiante du polluant et pouvoir ensuite ne pas être exposé à ce polluant. Les caractéristiques, ça, comme a été évoqué sur la première partie, il n'y a pas de réglementation type sur ce sujet. L'objectif, c'est que les caractéristiques vont dépendre de différents, notamment du type d'encombrement, du type de polluant. Je vous ai mis juste là un exemple pour un automate de nettoyage des pistolets. Donc, c'est dans le cadre d'un cahier des charges de la CARSAT, dans le cadre d'une subvention, notamment pour ce type d'aspiration. Il est recommandé différents critères techniques, donc des critères de dépression de l'ordre de 20 à 30 pascal dans l'enceinte, et puis des vitesses d'air dans le plan de l'ouverture supérieures à 0,5 mètres par seconde. Ça, c'est donc un exemple. Après, c'est vraiment au cas par cas où on va étudier cette problématique. Donc, je n'ai pas de réponse type à vous donner pour les caractéristiques d'une aspiration intégrée de type enveloppant. En revanche, ça, ce sont des missions pour lesquelles les services de santé au travail peuvent vous apporter un appui technique sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas aussi à les contacter. Toujours dans les dispositifs enveloppants, le deuxième exemple que je vais vous présenter, ce sont les cabines de ventilation. Les cabines peuvent être soit ouvertes, soit fermées, d'aspiration verticale ou horizontale. Donc là, dans les premières photos et le schéma, on est bien sur une cabine qui est fermée, avec une aspiration verticale, pour le coup, donc du haut vers le bas. On va retrouver ça classiquement dans les activités mécaniques de carrosserie, notamment d'application de peinture, de ponçage. On retrouvera régulièrement ce type de cabine de ventilation, le plus souvent avec un plafond soufflant, une aspiration qui se fait sur le sol, ce qui permet d'assurer un flux d'air vertical. Autre type aussi, donc les cabines de ventilation de type horizontal, ce qu'on peut retrouver typiquement dans cet exemple, une cabine ouverte, horizontale, pour certaines phases de travail. On pourrait avoir des phases de meulage notamment, ou des phases de découpe qui vont générer de la fumée ou du soudage par exemple. L'aspiration est donc, on le voit bien sur le schéma, à l'horizontale.
Dans les domaines d'application de ces cabines, on le voit, hein, on va être pour tout ce qui est de la pulvérisation ou de la projection de différents produits. L'important, c'est vraiment l'encombrement de ce procédé très contaminant, très polluant. On va aussi avoir un avantage de ce type de captage pour des pièces qui vont être de grandes dimensions. Et aussi, on peut le prendre en compte pour différentes opérations de séchage. En revanche, les limites à avoir, ces limites se déclinent des principes généraux de prévention. Le risque avec les cabines, c'est de toujours avoir, comme on voit sur le schéma, les voies respiratoires de l'opérateur dans le flux d'air pollué, d'où l'intérêt de bien se positionner ou de faire tourner la pièce pour ne pas avoir les voies respiratoires dans le flux d'air pollué. Importance aussi d'avoir sur ce type de cabine le port d'une protection respiratoire pour prendre en compte cette problématique. Possibilité aussi bien à prendre en compte dans la conception, l'encombrement dès la conception. Typiquement, une cabine d'application de peinture en carrosserie, évidemment, il faut prendre en compte la présence d'un véhicule pour calibrer les vitesses de captage à mettre en œuvre. Et puis aussi réfléchir à, comme je vous l'ai dit, qu'on est adapté, ces dispositifs sont adaptés à des pièces de grande dimension, prendre en compte aussi la possibilité d'avoir donc des moyens de manutention, des palans notamment, ou des ponts roulants, prendre en compte ces éléments dans la conception et dans le choix du type de dispositif de captage enveloppant de type cabine de ventilation. Les caractéristiques, je vais vous en mettre 3 exemples. Donc ça va dépendre du type d'utilisation de ces cabines, et on voit bien qu'on n'a pas de solution et on n'a pas de règle type, c'est vraiment des recommandations au cas par cas par rapport au type d'activité dans ces cabines. Sur les cabines à ventilation verticale pour les véhicules de tourisme, on va faire différents points de mesure et aucun point de mesure ne doit être inférieur à 0,3 mètres par seconde. Et donc, l'ensemble, la moyenne des mesures de ces 10 points doit être, elle, supérieure à 0,4 mètres par seconde. Pour ce qui est des cabines à ventilation verticale, ce sont des exemples qu'on a repris sur la brochure de l'INRS dont je vous ai mis la référence, principalement pour la pulvérisation de produits de peinture sur produits industriels notamment. Là, la mesure doit se faire en cabine à vide et sur un calibrage, et aucun point de mesure ne doit être inférieur à 0,3 mètres par seconde. Pour les cabines à ventilation horizontale, calibrage aussi, et avec des valeurs doivent être supérieures à 0,5 mètres par seconde et aucune mesure inférieure à 0,4 mètres par seconde. On le voit, c'est assez complexe, donc je me permets de répéter. N'hésitez pas à solliciter votre service de santé au travail pour un appui technique sur ces sujets, que ce soit lors de la conception ou lors d'un appui technique pour une aide sur l'efficacité de la ventilation. Si je poursuis, donc on a détaillé un peu les captages enveloppants, on va passer maintenant au captage inducteur. Donc ce sont ceux qui vont générer des vitesses d'air suffisantes pour entraîner les polluants. Pareil, différents types, je vous en ai mis 6 exemples, on va en détailler dans cette présentation 3, ce qu'on retrouve le plus fréquemment dans les entreprises sur lesquelles on peut intervenir. Des bras articulés, c'est la photo 1, des dossers aspirants et les hôtes. Donc les hôtes, voilà, j'ai vu qu'il y avait eu quelques questions sur ce sujet, donc je pense qu'il y aura des éléments de réponse dans ma présentation. Sur les bras aspirants, donc on va retrouver dans le domaine d'utilisation pour des activités de soudage ou brasage de petites pièces, brasage de composés électroniques, soudage de petites pièces, sur de l'esthétique aussi, l'onglerie, différents laboratoires. Ces capteurs aussi, le positionnement de ces capteurs doit être souvent donc à moins de 20 cm de la source d'émission. Donc c'est vraiment un captage qu'on voit sur les différentes photos, notamment les 2 dernières, vraiment un positionnement au plus près de la zone d'émission pour garantir justement une efficacité de captage. La limite
c'est un peu le contraire de ce domaine d'utilisation. Je vous ai dit que c'était efficace jusqu'à une distance globalement de 20 cm à évaluer sur le terrain, mais c'est un ordre de grandeur. Donc, ce qui fait que les limites et la vigilance, c'est que si on positionne mal ce type de bras aspirant, il se peut qu'on se retrouve à avoir la tête de l'opérateur dans le flux d'air. Donc, attention à ça. Et puis, si on a aussi nécessité de se déplacer ou de faire des opérations sur des grandes pièces, à l'usage, clairement, ce type de bras ne va pas suivre votre activité et à un moment donné, on va se retrouver à générer des polluants dans une zone qui ne sera pas aspirée. Je pense notamment au type de soudage sur de grandes pièces. Ce n'est pas forcément le système le plus adapté pour ce type d'activité. Les caractéristiques, c'est pareil, va dépendre aussi du type d'émanation des différents polluants, comment on génère le polluant, et en fonction de ça, il y aura des recommandations techniques. Là, je ne peux pas vous donner les différents exemples, c'est vraiment au cas par cas en fonction de votre situation de travail. Les dossers aspirants, l'avantage, ces domaines d'utilisation, on va retrouver notamment pour certaines techniques de soudage, pour des applications de peinture ou de manipulation de poudre de produits volatiles, ce qu'on va voir notamment sur ces différentes photos. En revanche, les limites, attention aussi à ça, on aura l'impossibilité de tourner autour de la pièce. Donc c'est ce qu'on voit un peu ici, donc sur cette deuxième photo. La solution est d'essayer d'utiliser un vireur pour pouvoir faire bouger la pièce, faire tourner la pièce sur elle-même, et nous pouvoir toujours continuer à faire l'activité qui va générer cette pollution. Attention aussi, ça a été évoqué en lien avec les principes généraux. Si on a un dosseret aspirant, mais que derrière on peut être exposé à un risque de perturbation, d'où l'importance des fois de positionner des ailettes, des parois qui peuvent être amovibles, qui peuvent permettre aussi de faire rentrer des pièces de différentes tailles. C'est une des limites de ce type de dosseret aspirant, c'est que les pièces doivent évidemment être inférieures à la largeur et la hauteur du dosseret pour capter sur l'ensemble de la surface d'aspiration. Les caractéristiques aéroliques à mettre en place, et on voit, c'est un point aussi important de cette présentation, le débit va être ce qui est important de prendre en compte, ce sont vraiment les vitesses de captage au point d'émission, c'est ça notre critère. Et ces vitesses de captage sont une conséquence du débit. Mais si on ne parle que d'un débit, ça n'assure pas forcément une efficacité de captage correcte au point d'émission. Vraiment, le critère à prendre en compte dans l'installation et dans la conception, c'est d'avoir une notion de vitesse théorique au point d'émission, vitesse de captage théorique au point d'émission du polluant. On arrive toujours sur ce dispositif inducteur, les hottes aspirantes. Souvent à l'usage, quand je discute avec des employeurs, on a tendance à me dire, mais voilà, en première approche, de dire je vais mettre une hotte, c'est un bon système, c'est pratique. La hotte a quelques avantages, mais par contre, a surtout beaucoup de désavantages. Clairement, la hotte, c'est la solution un petit peu de dernier recours. Elle va être à privilégier pour des robots et va être utilisée principalement pour pouvoir bénéficier d'un effet, de l'effet ascendant des polluants. Pourquoi je vous dis que c'est principalement du dernier recours? Parce qu'il y a quand même beaucoup de limites et de points de vigilance sur ce type d'aspiration. On l'a déjà vu, forcément, pour pouvoir manipuler facilement sa pièce et faire son process, on aura tendance souvent à avoir une hotte à une distance qui est importante du point d'émission pour permettre de manipuler, de voir son travail. Plus la distance est importante entre le point d'émission et le positionnement de cette hotte, plus on a une diminution, et ce de façon exponentielle, de l'efficacité de captage, de façon exponentielle. Deuxièmement, si ma hotte se situe à un niveau supérieur pour me permettre de bien manipuler mes pièces, clairement, j'ai un risque non négligeable d'avoir mes voies respiratoires dans le flux d'air pollué. Et deuxièmement, ça nécessite, pour justement contrecarrer ces deux paramètres, d'envelopper au maximum cette zone d'émission, donc ce qu'on voit sur la deuxième photo de type laboratoire, où on peut avoir des petites ailettes pour essayer au maximum d'encoffrer le flux d'air.
Les vitesses d'air à avoir, pareil, vont être de l'ordre de 0,5 mètres par seconde au point d'émission. Donc clairement, dans notre exemple ici, les 0,5 mètres par seconde seront sur cette phase de travail où je vais pouvoir émettre des vapeurs et non pas directement à la sortie de l'aspiration. La distance étant importante, je l'ai dit, on a un risque non négligeable de perdre, et ce de façon exponentielle, cette efficacité de captage. Le troisième dispositif, ce sont les captages de type récepteur. Donc là, quand on va générer différents types de poussière. Alors, les domaines d'utilisation vont être pour tout ce qui est les processus à chaud où justement les opérateurs n'ont pas à intervenir au-dessus de la source de pollution. Mais aussi, et c'est leur utilisation principale, ça va être dès qu'on génère de façon importante par la force centrifuge des polluants. On va voir sur tout ce qui est les activités, ponçage, meulage notamment. Importance d'avoir ce type de capteur récepteur. Et puis aussi pour ce qui est les matériaux pulvérulents qu'on va pouvoir générer dans le cadre d'un process. Aussi important à prendre en compte, le positionnement, notamment quand les opérations de meulage peuvent se faire dans un sens ou dans l'autre. Et donc évidemment, il faut réfléchir à cette problématique en amont dans la conception de la ventilation. Les limites et les vigilances à avoir pour ce type d'aspiration. Je vous l'ai dit, le positionnement du récepteur, il doit vraiment se trouver dans la zone d'émission de ces poussières notamment. C'est l'exemple que je vous ai mis en bas avec les cadres rouges qui ne sont pas les bonnes pratiques, le cadre vert qui sont les bonnes pratiques. Le récepteur va pouvoir être potentiellement mobile, donc poursuivre le déplacement des phases de découpe notamment, mais doit toujours prendre en compte le sens d'émission donc clairement de ces poussières. Ça ajoute quand même une complexité importante quand on a un récepteur qui est potentiellement mobile. Vérifier le sens de rotation de l'outil, je vous en ai parlé. Et puis aussi, attention sur ces systèmes-là, l'objectif c'est vraiment de les capter au plus près pour prendre en compte et éviter les différentes perturbations d'air. On va les retrouver en menuiserie, sur des phases de découpe, sur des ateliers par exemple de prothèses dentaires avec ce qu'on appelle des chevilles aspirantes pour capter vraiment au plus près les émanations qui peuvent se faire au niveau de cette activité. Donc, je vous ai détaillé un peu, je vous ai mis les types de ventilation par captage localisé qu'on va retrouver principalement en type d'entreprise, dans vos entreprises, avec les caractéristiques et les aides au choix. Je vous présente maintenant, dans cette seconde partie de ma présentation, la démarche qu'il faut avoir avec différents cas pratiques. La première, je suis dans un atelier de découpe de bois. Je vais réaliser différents emballages sur mesure avec de la découpe. Et donc, hors phase de montage, mon activité principale va être phase de découpe. On n'a pas de ponçage et donc on a une présence classique d'une scie circulaire sur table. On voit donc ici pour nous permettre de faire ces découpes d'emballage. La question, c'est que oui, il y a une aspiration qui est présente, on le voit, mais qui ne semble pas, lors de notre analyse de la situation de travail, ne semble insuffisante. Et donc la question, c'est quel type d'aspiration je vais positionner pour capter au mieux ces poussières de bois qui, comme ça a été déjà évoqué, ont une toxicité non négligeable. La démarche, elle va être toujours en 4 points. La première étape, je vais donc identifier mes sources de pollution. Ici, dans notre exemple, nous sommes sur des poussières de bois qui vont être émises sur la machine, qui peuvent se retrouver aussi sur le sol en pollution résiduelle et qui peuvent être régulièrement remises en suspension. Deuxième étape de ma réflexion pour identifier le type d'aspiration à mettre en œuvre, les caractéristiques physico-chimiques de ce produit. Les poussières de bois sont classées comme cancérogènes et donc en plus ont un risque de poussière inflammable. Donc ces deux paramètres doivent clairement être pris en compte pour la mise en œuvre de ce système d'aspiration. Ce qui nous permettra, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire, d'assurer un respect des valeurs limites d'exposition professionnelle à respecter. Donc pour les poussières de bois, la valeur réglementaire est de 1 mg par mètre cube sur 8 heures. On sait aussi
la deuxième caractéristique à prendre en compte, c'est que ces poussières vont être éjectées avec de grandes vitesses. On est sur une phase de découpe avec un outil rotatif. Donc, quand on a l'ensemble de ces paramètres, on doit être capable de déterminer quel va être le type de captage le plus adapté. C'est un peu, on va essayer d'être un peu interactif dans ce webinaire, et puis je vous propose un peu cette question. Selon vous, quel type de captage serait le plus adapté pour la situation? On va présenter les trois types, donc le captage enveloppant, le captage inducteur ou le captage récepteur. Je vous invite à répondre à ce questionnaire. Donc, pour ces poussières de bois qui vont être émises sur des phases de découpe, je vais privilégier la mise en place d'un captage qualifié d'enveloppant, qualifié d'inducteur ou qualifié de récepteur. Je vous laisse un peu quelques secondes pour répondre. On est à la moitié des participants qui ont répondu. Je vous laisse encore une quinzaine de secondes pour qu'on essaye d'avoir un maximum de votants. Donc, il y a une solution là qui se détache. Voilà. Les trois quarts des personnes qui ont voté, je vous propose de stopper donc le sondage et de vous partager les différentes réponses. Donc, la moitié donc, des participants, enfin des répondants, ont précisé un captage récepteur, et ensuite on a un quart pour enveloppant et inducteur. Donc, la bonne réponse était par rapport au process, le captage récepteur. Pourquoi? Parce que je vous l'avais dit, le captage récepteur va notamment être capable de prendre en compte les émissions donc, de poussière avec des vitesses importantes. Et là, clairement, sur cette phase de découpe, c'était le cas. Donc, la réflexion à mettre en œuvre, c'est se positionner sur un captage de type récepteur. On l'a vu, quand on a déterminé ce type de captage récepteur en lien avec le trajet des particules pour le bon positionnement, la question à avoir, c'est de se dire, voilà l'exemple de ce qui peut être mis en place, classiquement, ce qu'on va retrouver dans des activités de menuiserie notamment, où on a pris en compte, comme on le voit sur le schéma, les différents zones de projection des poussières, donc que ce soit en haut et en bas. Donc on a vraiment une aspiration conforme qui va nous permettre de capter ces types de poussières. L'étape suivante, quand on a défini le type de captage à mettre en œuvre, donc là on était sur de récepteurs, je vous ai montré la photo de ce qui peut être mis, c'est d'essayer de voir les caractéristiques aéroliques qui sont nécessaires. Il n'est pas tout de mettre une bonne configuration d'aspiration. Après, on l'a vu, les critères pour bien définir une aspiration et leur efficacité, principalement des critères de vitesse d'air. Donc là, je vous ai positionné un document donc, de l'INRS qui préconise les vitesses de captage en fonction du process. Et puis aussi, et ça je passerai rapidement parce que ça sera détaillé jeudi prochain sur le second webinaire, de prendre aussi en compte, si on capte bien à la source, la vitesse de transport de ces poussières, et ça c'est des points à prendre en compte. Et il existe aussi des vitesses techniques, et ça on en discutera jeudi prochain. Deuxième exemple, en cas pratique, on va avoir secteur de l'imprimerie, donc des postes de préparation avec manipulation de différents encres, de produits de nettoyage aussi, des diluants, différents solvants. Dans l'entreprise, l'exemple que je vous donne, donc, il y a une présence d'une ventilation générale mécanique qui est présente, qui assure un apport d'air neuf dans l'atelier. Pas d'aspiration à la source sur le poste, où on le voit, les différents pots sont ouverts notamment, et puis présence d'une poubelle qui permet de stocker les différents chiffons souillés ou les pots qui sont justement en cours d'utilisation. Pareil,
toujours la démarche que vous devez appliquer dans vos entreprises. Vous posez la question, quelle va être la source de pollution? Soit vous avez les éléments, ou soit n'hésitez pas, j'insiste, vous pouvez vous faire aider par notamment votre service de santé au travail. Donc les sources de pollution vont être lors de la phase de préparation, par pesée notamment ou par graduation, les mélanges, on va générer des différentes émanations de solvants qu'on peut sentir ou non, qui doivent un peu nous alerter. On aura aussi des produits stockés qui peuvent être ouverts et relargués de façon passive. Et puis la notion des chiffons souillés qui nous ont servi à nettoyer le plan de travail ou notre production. Et donc là, qui vont aussi émaner de façon régulière ce type de vapeur. J'ai identifié ma source de pollution. Deuxièmement, je vais essayer de connaître les caractéristiques des polluants. Dans l'exemple précédent, les poussières de bois, on connaît la toxicité clairement des poussières de bois. Pour les solvants, on va apprendre différents paramètres. Je vais passer assez rapidement, c'est un peu plus technique, mais il va falloir s'intéresser à la fiche de données de sécurité de chacun de ces produits et voir les caractéristiques physico-chimiques du produit, voir s'il est volatile, pas volatile. Donc, prendre en compte ces différents paramètres. Ça, c'est pareil. Soit vous avez des compétences en interne dans vos entreprises qui peuvent vous aider. N'hésitez pas. On peut aussi vous aider sur ce point, sur la notion de risque chimique. Quand ça vous est connu, on va pouvoir essayer de déterminer le type de dispositif. Dans cet exemple-là, on va être sur un dispositif de type inducteur. Et ce que je vous propose aussi, c'est de définir quel type, selon vous, de dispositif inducteur serait le plus à même d'être efficace pour notre situation de travail, à savoir le poste de préparation en imprimerie. 4 possibilités. Pour vous, vous seriez plus à même de mettre une table aspirante, un dosseret aspirant, un bras aspirant ou la hotte. Alors, je vous invite, même principe, à ce sondage sur quelques secondes. Donc pour vous, le dispositif pour le secteur de préparation des encres en imprimerie, mais c'est valable pour tout process qui pourrait générer par émanation donc des vapeurs. On va être sur les tables aspirantes, le dosseret aspirant, les bras aspirants ou les hottes. 80% des votants, je clôt le sondage et je vous partage les résultats. Donc 68% des répondants ont précisé que l'aspiration serait plus de type dosseret aspirant. Et ensuite, on a une égalité entre des tables, les bras et les hottes, à peu près 10% sur chacune de ces propositions. Au regard de la situation de travail, la bonne réponse était donc le dosseret aspirant. Je vous ai mis les caractéristiques. Pourquoi on n'a pas choisi les autres types d'aspiration à la source? La table aspirante, le souci va être principalement un encombrement sur la table. Où on voit, on a quand même beaucoup de flacons, beaucoup de pots qui vont être présents, et donc ça peut être une difficulté. Le bras aspirant, un des défauts, donc ça va être qu'on va aspirer sur une certaine zone, vraiment un système trop localisé. Et donc on l'a vu, là il y avait les zones de mélange qui peuvent être localisées, mais il y avait aussi les pots ouverts qui étaient présents notamment sur le plan de travail. Donc le mieux, c'est donc d'avoir le dosseret aspirant où on prend en compte par un flux d'air horizontal l'ensemble des vapeurs potentiellement émises. Point important, il faut quand même s'assurer de ne pas avoir une surcharge de plein de pots et de plein d'éléments sur le plan de travail pour assurer une vitesse d'air adéquate sur ma zone d'émanation potentielle de ces vapeurs. Et puis la hotte, toujours le souci, c'est clairement qu'on devrait la positionner à une distance assez importante du plan de travail pour pouvoir faire les manipulations et donc une inefficacité de ce captage. Donc, dans cet exemple, on peut retrouver un dosseret aspirant qui peut prendre en compte différents systèmes. On peut avoir du stockage, ça c'est un cas
constatées en entreprise. On va pouvoir retrouver notamment des phases de vidange des produits avec le stockage des vidanges produits et puis le stockage des différents bidons de récupération des déchets qui peuvent être en dessous et pas sur le plan de travail. Et on le voit, on a quand même un plan de travail voilà, qui est plutôt dégagé, qui nous permet d'avoir une bonne aspiration, que ce soit sur cette zone de préparation de pesée ou sur la zone de manipulation où j'ai vraiment mon flux d'air horizontal sur l'ensemble de ces postes. Dernière, toujours sur ce cas pratique et pour finir, on l'a vu, on a régulièrement des chiffons, il y a une poubelle qui était présente. Pour vous, quel type de poubelle serait le plus adapté? Donc celle qui était présente, donc pas besoin d'aspiration spécifique parce qu'il s'agit d'un déchet. Une poubelle particulière avec un couvercle qui permet d'assurer une protection anti-feu ou une poubelle ventilée notamment. Donc, dernier sondage de ce webinaire, pareil, quel type d'équipement est le plus adapté pour la poubelle en type d'équipement? Donc, soit rien, soit la poubelle anti-feu ou soit la poubelle ventilée. Je vous laisse voter. Sans déflorer les résultats du sondage, je suis plutôt rassuré de voir qu'il n'y a que 1% des personnes qui nous disent pour le moment rien, parce qu'il s'agit des déchets, donc on est plutôt bon. Donc voilà, on est à 80% de votants. Je stoppe aussi donc ce sondage. Bon, comme je vous le disais, 1% qui trouvent qu'il n'y a pas de souci, c'est des déchets. Si, des déchets peuvent aussi émettre quand même des polluants, donc il faut prendre en compte l'ensemble de la phase du process et notamment la phase maintenance et déchets également. La bonne réponse était la poubelle ventilée, plus que la poubelle anti-feu. Je vais vous expliquer voilà, pourquoi la poubelle ventilée est la bonne réponse dans ce process, parce que la poubelle ventilée, je mets toujours un peu de temps de récupérer la souris après la fin d'un sondage, excusez-moi, voilà. La poubelle ventilée va permettre justement de prendre en compte les deux paramètres, les paramètres physico-chimiques, à savoir le risque d'émanation de ces vapeurs, le fait que ce soit ventilé, et puis le fait que ce soit ventilé va permettre aussi d'éviter l'accumulation de vapeur et donc le risque inflammable. On prend par cette aspiration, on prend en compte les deux risques, donc le risque voilà, inflammable et le risque pour la santé, le fait de pouvoir respirer potentiellement ces substances et vapeurs dangereuses. Des exemples concrets, pareil, des documents qui sont issus de la brochure INRS. Vous avez des guides spécifiques de ventilation par type de secteur professionnel au niveau du site de l'INRS qui sont accessibles gratuitement. Et là, je vous ai mis des exemples constatés donc, en entreprise où on va retrouver ici donc, cette poubelle, clairement, de stockage des chiffons qui est capotée, qui est aspirée pour prendre en compte par ce système enveloppant les différents vapeurs plus le risque incendie. Donc, on a déterminé notre type de captage. Toujours le même principe, ça va être ensuite de prendre en compte les caractéristiques aéroliques. Ici, on est bien sur des émissions sans vitesse initiale en air calme, donc 0,5 mètres par seconde, c'est ce qui va être recommandé. Pour finir, juste cette présentation et après on arrivera aux questions et aux échanges et on sera dans le timing. Je vous ai mis voilà, une photo très générique qu'on peut retrouver dans une entreprise. Je voulais juste voilà, faire un focus pour un peu aussi amener aux échanges et à la discussion sur ce qu'on voit dans cette photo et puis les points positifs. Donc on voit quand même beaucoup d'informations. Alors les informations donc de type donc risque incendie explosion avec ce pictogramme. On le voit aussi, manipulation de solvant avec une information par rapport aux femmes enceintes sur le risque potentiel sur ces vapeurs. Des informations sur le type d'équipement de protection individuelle à avoir. Donc là, des gants, on le voit, c'est bien le cas pour cette opératrice.
Et puis après, des notices de poste qu'on va retrouver qui vont détailler plus spécifiquement la dangerosité potentielle des différents produits chimiques avec la présence des différents pictogrammes. Dans cet exemple-là, et c'est notamment une des missions potentielles d'un service de santé au travail, là, il y avait eu mise en place de prélèvements atmosphériques pour évaluer un petit peu quel était le risque résiduel d'exposition de cette personne, malgré donc la présence d'une aspiration. En revanche, le point négatif là que j'ai entouré, c'est que attention aussi à la notion d'hygiène au poste de travail et de ne pas ramener de nourriture sur son plan de travail quand notamment il y a donc manipulation et utilisation donc, de différents produits chimiques. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Avec Ophélie, donc, nous avons fini ce premier webinaire et je vous invite à passer à la partie questions et réponses. Merci beaucoup Amaury et Ophélie. Donc on va se lancer dans les questions. Donc on va commencer par une question posée par Nathalie qui nous dit « Parfois une aspiration centralisée ne peut pas être installée en fonction de la circulation des ponts roulants, mais aussi en fonction du coût très important. » Et elle nous pose la question « Que pensez-vous des tourelles d'aspiration sur les centres d'usinage ?» Donc, je vais essayer de répondre. N'hésitez pas à me compléter, l'équipe ventilation, si je ne donne pas tous les détails. Donc, une aspiration centralisée. Donc, là, on parle d'aspiration à la source sur chaque tour centre d'usinage. Et à partir de ces aspirations à la source, donc, conduire la pollution via des tuyaux vers un rejet extérieur. Effectivement, cette configuration peut être compliquée si on a des ponts roulants. Donc, par rapport à la question, que pensez-vous des tourelles d'aspiration sur les centres d'usinage? Donc, du coup, je comprends des aspirations intégrées à chaque centre d'usinage, mais au lieu de rejeter la pollution à l'extérieur, on va filtrer et rejeter l'air dans l'atelier. Donc, effectivement, l'aspiration à la source, donc l'aspiration intégrée au centre d'usinage avec recyclage peut être une solution à condition que vos fluides de coupe ne soient pas, qui n'aient pas un caractère cancérogène. Donc, on vous conseille d'abord de faire une étude sur la dangerosité de vos fluides de coupe en cours d'utilisation. Et effectivement, s'ils n'ont pas un caractère CMR, donc cancérogène, mutagène ou réprotoxique, le recyclage peut être une solution envisagée. Point de vigilance aussi, si vous envisagez le recyclage, c'est choisissez le bon type de filtre pour l'épuration de l'air et mettez en place aussi un contrôle périodique sur l'efficacité du filtre. Donc, on va le voir plus en détail avec Florence la prochaine fois. En termes de contrôle périodique, quand nous sommes sur du recyclage de l'air, vous allez être sur un contrôle tous les 6 mois de l'efficacité du filtre. Donc, le fait d'avoir une aspiration à la source avec recyclage, ça peut être une solution, mais attention au point de vigilance et ne pas oublier les contraintes supplémentaires de contrôle que ça peut représenter. N'hésitez pas à me compléter, les collègues, si j'ai oublié des détails. Non, donc, pour moi, c'est bon. Nathalie, on espère qu'on a pu vous répondre. Après, il y a Eric qui nous demande « A-t-on le droit de réinjecter de l'air filtré dans un atelier d'usinage de bois ?» Qui souhaite se lancer, apporter une réponse? Sinon, je me lance. Oui, Amaury. Non, je relis la question. Donc, a-t-on le droit de réinjecter de l'air filtré dans un atelier d'usinage de bois?
Pour moi, ce qu'il faut déjà voir, c'est ce qu'on appelle par air filtré. On va filtrer quoi? On va filtrer le type poussière notamment, possibilité aussi dans le bois peut-être d'émanation en fonction du type de process, d'émanation de composés volatiles, formaldéhyde. Est-ce qu'on filtre la totalité? Donc ça, c'est des questions à se poser qui doivent permettre de savoir si on peut réinjecter ou non de l'air filtré. Donc, air filtré, il faudrait avoir un peu plus de détails. Quel type de filtration est mis en place et quel process est utilisé dans un atelier d'usinage de bois. Là, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les éléments pour, à mon sens, pour pouvoir répondre. Après, je pense qu'il faut toujours se poser. Les poussières de bois, donc on est face à déjà la poussière en elle-même, un agent cancérogène. Donc pour réinjecter donc de l'air qu'on a repris dans un atelier d'usinage, qu'on a filtré, effectivement, si on a de la formaldéhyde, encore un agent CMR, donc on est face à un air pollué potentiellement avec deux types d'agents CMR pour lesquels on ne va pas forcément utiliser le même type de filtre. Donc, sur ça aussi, Florence va nous donner plus de détails lors de la session de 9 décembre. Donc, on aura un filtre à particules et un filtre à charbon actif pour retenir les gaz. Est-ce qu'on a mis en place tous les systèmes de surveillance, d'alerte pour avoir une alarme dès que voilà, dès qu'un de nos filtres n'est plus aussi performant qu'au moment de l'installation pour justement être alerté en cas de risque de repollution de l'atelier. Donc, il y a plusieurs contraintes à mettre en place et je pense qu'il faut faire vraiment une étude spécifique, typique à votre atelier pour caractériser d'abord la typologie des polluants avant de prendre une décision. Donc, je pense que pour nous, aujourd'hui, ça va être compliqué de vous apporter une réponse précise dans le temps qu'il nous est imparti. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est n'hésitez pas à contacter votre service de santé au travail et discuter, prenez le temps de discuter en détail sur cette problématique. Il y a plusieurs points de vigilance à tenir compte. Il y a monsieur ou madame Uto qui nous pose la question quel serait en fait le type d'aspiration qu'on peut préconiser pour une action de pesée à hauteur de milligrammes de produits chimiques tels que pesticides. Alors, donc, pour tout ce qui est ces opérations de pesée, de faible poids ou volume, les systèmes de dose réaspirant peuvent être des bons systèmes. En revanche, au regard de la qualité de la pesée, il faut aussi prendre en compte les vitesses d'air pour éviter que ces vitesses d'air puissent faire fluctuer la phase de pesée. Donc, si on a une vitesse d'air trop importante sur le plan de travail, ça peut être problématique. Mais en tout cas, au regard de la toxicité potentielle des pesticides, vraiment clairement positionner un captage à la source au plus près et en fonction de votre situation de travail, on va préconiser soit un dose réaspirant, soit un bras orientable qui permet de positionner au plus près voilà, ce captage, avec la limite d'être compatible avec peut-être une pesée de précision pour éviter de faire fluctuer de façon trop importante les phases de pesée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Désolée, la caméra ne marche pas bien. Et si je peux me permettre juste de rajouter, il existe aussi des systèmes de pesée spécifiques où en fait on va être plus sur un dispositif enveloppant, où c'est des systèmes fermés où la balance va être intégrée dans le capotage avec un flux laminaire justement pour limiter la perturbation de la balance. Voilà. Et il y a Pierre qui
qui nous donne une petite information complémentaire. Il précise qu'effectivement, pour tout ce qui est donc les systèmes de filtration type poussière, je sous-entends poussière de bois, d'être attentif au type de filtre qui est préconisé. Donc, il nous parle de filtre EPA H13. Je vais être honnête, je ne me rappelle plus exactement avec Vas-y Amaury. Non, donc c'est des filtres haute efficacité. Par contre, je rappelle quand même la démarche, c'est on capte à la source, on fait prioritairement un rejet extérieur. La filtration et le recyclage, c'est vraiment dans des conditions extrêmement précises, limitées. Et la priorité, c'est vraiment, on capte à la source et on fait un rejet extérieur. C'est important quand même de préciser. Et après, donc vraiment dans des cas particuliers, s'il y a recyclage, mais j'insiste, c'est vraiment dans des cas très spécifiques. Après, il faut, oui, qualifier le type de filtre en type de recyclage et notamment des filtres EPA qui sont des filtres à haute efficacité de purification. Mais priorité au rejet extérieur. Je pense que l'idée de base qu'on peut retenir aujourd'hui, et ça on peut se fier aux recommandations INRS, c'est que dès qu'on a un air pollué avec des agents CMR, éviter le maximum possible le recyclage. Si la solution technique existe pour faire un rejet extérieur, on part sur le rejet extérieur. Ça facilite aussi beaucoup les choses en termes de contraintes de suivi des filtres derrière. On va sélectionner d'autres questions. Florence, j'ai un peu de retard dans les questions. Je ne sais pas si toi, tu as pu anticiper. Il y a la question de Madame Berthelin qui demande s'il y a un affichage obligatoire spécifique à un poste de travail lorsque, d'un instant où il y a une ventilation. Obligatoire à part la notice de poste qui peut être présente dans le cadre je dirais, des moyens de prévention du risque chimique, le fait qu'il y ait une ventilation n'oblige pas spécifiquement à un affichage. On peut éventuellement afficher les produits, la liste des produits qui sont manipulés sur le poste et les EPI à porter. Après, comme tu dis, Florence, c'est la fiche de poste, mais en effet, il n'y a pas d'obligation relative à ce système-là, à la présence du système de captation. Je rejoins Florence et Ophélie, et effectivement, dans les accompagnements qu'on peut faire à nos adhérents, on constate souvent qu'il y a des aspirations à la source, mais que les salariés soit ne se rappellent plus, soit ils n'ont jamais eu les consignes sur l'utilisation correcte. Donc voilà, au moins dans la notice de pause, rappeler quand est-ce qu'il faut démarrer l'aspiration, comment détecter, identifier éventuellement les défaillances. Il y aura la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement dont Florence va nous parler un peu plus en détail aussi la prochaine fois. Donc, il y a quelques éléments clés qu'on peut afficher effectivement au poste, mais il ne s'agit pas forcément d'un affichage obligatoire du point de vue de la réglementation. Il y a Claire aussi qui nous pose la question, comment connaître la vitesse d'aspiration nécessaire pour l'aspiration sur une vieille machine. Et donc là, bon, ça va être un peu frustrant, mais je vais vous dire la même chose. C'est un sujet qu'on va aborder en détail la prochaine fois avec Florence sur effectivement comment on peut trouver ce qu'on appelle les valeurs de référence d'une installation pour laquelle on n'a pas le dossier de l'installation, une vieille installation pour laquelle on n'a pas fait ce qu'on appelle le protocole de réception. Donc, sur toutes ces problématiques, vous aurez les réponses dans la session de 9 décembre. Donc, n'hésitez pas d'assister ou sinon de revoir le replay par la suite. Peut-être juste, je compléterai, ça va dépendre aussi principalement du type de process. Voilà, le process va engendrer des spécificités de vitesse d'aspiration.
Je vais répondre à la question de Guillaume Delgrange. En fait, c'est vrai que le contrôle de l'air pollué rejeté vers l'extérieur, on y répond jeudi prochain. Mais la réponse va être très courte. C'est le code de l'environnement. Et comme nous, on est plus sur le santé au travail, donc on botte en touche et on vous invite à aller voir le code de l'environnement, de vous adresser à l'Adréal. C'est plutôt les installations classées pour l'environnement qui sont soumises à des contrôles et certains process. Voilà. Il y a Aurélia qui nous pose la question. Quel système utiliser dans la salle de nettoyage, donc lavage, avec de l'acétate d'éthyle? Oui, acétate d'éthyle. Nettoyage des gros cylindres de la taille d'un bidon de 20 litres. Je peux répondre si tu veux, Nicoletta. Oui. Enfin, je peux répondre. Je peux poser des questions parce qu'après, c'est toujours difficile de faire une réponse sur une phase de travail sans connaître le process. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est donc l'acétate d'éthyle va être un produit qui va générer donc des vapeurs, donc de façon passive, on aura des émanations de vapeur. Après, dans le process, quand on parle de lavage, est-ce qu'on va aussi pulvériser ce produit aussi? Est-ce qu'on est simplement sur une application classique ou bien on est sur une pulvérisation? Donc là, c'est pas forcément aussi le même type de ventilation qu'il faudra mettre en place. Et puis, voilà, le fait que ce soit aussi, si j'ai bien compris, des gros cylindres, c'est ces gros cylindres que vous nettoyez avec l'acétate d'éthyle, si je comprends bien votre question, il faut prendre en compte la caractéristique justement de la pièce nettoyée pour voir si on peut avoir, par exemple, si c'est une pièce pas trop volumineuse, on pourrait avoir un bras orientable aspirant. Sinon, on pourrait avoir peut-être aussi des dossers aspirants. Ça, clairement, ça va dépendre de votre situation de travail. Il n'y a pas de réponse générique. Il faut aller un peu plus loin et avec les éléments qu'on en a, je ne peux pas forcément, moi, vous donner une réponse. Mais pareil, hein, votre service de santé au travail pourra vous aider dans cette démarche-là, ou après, vous envoyez plus spécifiquement des éléments précis sur le process. Et après, ce qui peut vous aider aussi, c'est de reprendre les étapes clés de la démarche qu'Amaury a utilisées justement pour les études de cas et de vous reposer en fait pour chaque étape, de vous poser les questions en interne et dans les réponses que vous apportez, donc à chaque fois que vous vous orientez à « je pense qu'un dosseret peut être adapté », de vérifier par vous-même est-ce que du coup, avec ce capteur que j'envisage, est-ce que je respecte les 9 principes de ventilation? Donc, en fait, dans votre réflexion, n'hésitez pas à vous appuyer sur les étapes clés présentées par Amaury et à chaque fois, ramener votre réflexion aux 9 principes de ventilation. Il y a Henri qui nous pose une question qui concerne la fabrication des bijoux. Donc, nos opératoires soudent des fermoirs qui font quelques millimètres de diamètre sur des chaînes. La soudure se fait à l'aide d'un chalumeau. Nous avons installé des bras d'aspiration, mais ceux-ci ont tendance à aspirer les pièces et gênent les opérateurs qui ont tendance à vouloir se tenir très proche des pièces qu'ils soudent pour plus de précision. Quel système pourrait-on envisager? Donc là, encore une fois, je vais revenir à ce que disait Amaury. On ne pourra pas vous donner la réponse clé. On peut peut-être vous orienter, vous citer quelques points de vigilance. Et là, effectivement, ce qui sort en évidence, c'est que il faut tenir compte des autres contraintes au poste de vos salariés. Donc, c'est-à-dire le besoin d'avoir une très bonne visibilité, d'être proche de la pièce qui est soudée. Donc, dans ce cas-là, effectivement, le bras aspirant peut bloquer la visibilité. Donc, est-ce qu'un dosseret aspirant peut être une solution envisageable?
en ce qui concerne la vitesse, il faut effectivement toujours trouver le juste milieu entre une vitesse minimale suffisante pour entraîner les vapeurs loin, les fumées loin des voies respiratoires des salariés et ni avoir une vitesse trop importante pour effectivement aspirer les pièces. Vous pouvez faire peut-être régler la vitesse sur votre bras aspirant et en faisant des tests avec les fumigènes. Vas-y, Amaury. Tu veux réagir? Oui, bah, dans cet exemple aussi, un point qui est important, je vous parlais tout à l'heure des aspirations horizontales verticales. Sur les bras orientables aspirants, on a aussi la possibilité, pour éviter la gêne de l'opérateur, de positionner ce bras orientable à l'arrière pour assurer une ventilation de type horizontale et permettre justement de faciliter le travail de l'opérateur. C'est vrai qu'on a souvent tendance à le positionner sur le dessus, pour être au plus près. On a tout à fait la possibilité de le positionner, pas forcément que sur le dessus, mais derrière, pour avoir une aspiration de type horizontal. Ça, c'est le premier élément. Et après, il y a la possibilité d'y adjoindre des grilles pour éviter d'aspirer les pièces qui peuvent être présentes. Après, pareil, je rejoins Nicoletta, hein, dans les autres possibilités, mais ça va dépendre de votre process. Il peut y avoir des chevilles aspirantes, il peut y avoir les dosserets, des tables aspirantes potentielles. Il y a plein de possibilités. Mais l'intérêt, c'est que la ventilation soit toujours, adaptée à la situation de travail et au risque, et aussi à l'usage au quotidien des opérateurs pour qu'ils puissent clairement l'utiliser. Le seul bémol, attention à ça, vraiment pas de recyclage, et donc un rejet pareil, extérieur. Et il y a Eric qui nous pose une question, je ne sais pas si on pourra répondre, je vais la lire quand même. Donc, si une aspiration elle est importante, donc 34 000 m3/h dans son cas, comment peut-on allier efficacité d'aspiration et gestion du chauffage en hiver? Donc, je suppose qu'on parle d'une ventilation mécanique générale des ateliers. Donc, comment peut-on allier efficacité d'aspiration et gestion du chauffage en hiver? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite se lancer pour une réponse? Oui, à l'heure actuelle, les systèmes double flux de récupération d'énergie se mettent en place. Et alors, nous, on est un peu plus éloignés, effectivement, mais vous avez plein d'organismes comme l'ADEME ou le CETIAT à Lyon qui peuvent vous apporter des réponses. Et bon, voilà, c'est des systèmes en complément de votre système d'aspiration, d'économie d'énergie, de récupération de l'air chaud pour réchauffer l'air froid entrant. Effectivement, c'est une problématique connexe et voilà, c'est pas notre cœur de métier, donc mais il y a moyen et effectivement, c'est souvent une problématique qui est posée. Et si je peux juste compléter, c'est un sujet assez complexe qui normalement nous, on vous déconseille à le gérer tout seul en interne en mode bricolage et on va le voir ensemble lors de la session du 9 décembre. On va vous transmettre une liste de prestataires qui sont agréés par la CARSAT. Donc, face à des problématiques complexes de ce type de ventilation, aspiration à la source, vous pouvez les solliciter et travailler ensemble sur le sujet. Les enjeux économiques et le sujet sont trop complexes pour les gérer seuls en interne. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur des spécialistes. Amaury, je ne sais pas si tu souhaitais compléter. Okay. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, on a encore un peu du temps. Donc, si vous souhaitez poser d'autres questions. En attendant, peut-être avant que les personnes partent, leur préciser qu'il y a un questionnaire. Oui, donc effectivement, là, après la fermeture de la session, vous allez tous recevoir un petit lien Internet pour une courte enquête de satisfaction. Ça nous permettra à nous d'améliorer notre webinaire, donc n'hésitez pas à répondre. Donc, comme on vous l'a précisé aussi au début du webinaire, donc vous allez recevoir
après cette session, donc le support de présentation. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà téléchargé le support, un petit point de vigilance, le support que vous venez de télécharger ne contient pas les diaporamas cachés sur les boîtes à gants, voilà, sur les dispositifs qu'on n'a pas présentés aujourd'hui. Donc, on va vous transmettre la version complète après la session. Vous aurez aussi, dans un deuxième temps, les liens pour revoir les webinaires en mode replay. Les webinaires vont être aussi accessibles en accès libre sur la plateforme YouTube de Présence Auvergne-Rhône-Alpes. Et on voulait aussi vous dire qu'on vous attend le 9 décembre pour continuer du coup les discussions sur la ventilation. Et le 9 décembre, on va voir toute la partie transport des polluants, la partie traitement de l'air, donc avant rejet extérieur, toute la partie réception, entretien et maintenance des installations de ventilation y compris la partie contrôle périodique. On va échanger aussi autour de la problématique ATEX et on va passer un petit moment aussi sur tout ce qui est aide financière et aide technique dont vous pouvez bénéficier. Et on aura, de même manière qu'aujourd'hui, une petite session questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vais juste revérifier. Il y a 2 nouvelles questions. Oui. Il y a Pierre qui nous précise, voilà, dans le cadre de polluants bien filtrés ne contenant pas des gaz nocifs, la CARSAT tolère un rejet en intérieur dans le cadre de la conservation des calories. Il faut tout de même garder le taux de renouvellement de 60 m3/h par salarié. En effet, les échangeurs ne sont pas très performants pour des températures basses. Donc, quand on parle de la CARSAT tolère le rejet en intérieur, voilà, si l'air est bien filtré ne contenant pas des gaz nocifs. Donc, il faut bien faire attention, voilà, tout ce qui est CMR, cancérogène, mutagène, reprotoxique. Donc, effectivement, on tolère s'il ne s'agit pas d'un CMR, on confirme. Et il y a Déborah. Bonjour, nous manipulons en laboratoire des poussières de silice cristalline, donc là c'est cancérogène. Préconisez-vous plutôt des bras aspirants ou hôtes classiques? Donc là déjà pour réagir par rapport aux hôtes, je rejoins ce qu'Amaury a dit à plusieurs reprises dans le webinaire, oui. Non, je pense que dans hôte classique, ça doit être hôte de laboratoire. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Les hôtes, donc juste quand on a le dôme avec l'aspiration en hauteur, on évite le maximum possible. En fait, c'est un dispositif qui est à utiliser quand le salarié ne travaille pas forcément au poste, quand on fait par exemple la désolvatation ou l'évaporation du produit, donc il n'y a pas présence du salarié. Mais sinon, un laboratoire, effectivement, beaucoup plus efficace, les Sorbonnes de laboratoire. Et dans votre cas, pourquoi pas, oui, un bras aspirant peut faire l'affaire à condition de avoir la source de pollution qui est bien ciblée, bien localisée. Assurez-vous de ne pas avoir des courants d'air. Et un bras aspirant, c'est toujours difficile à utiliser quand on doit sans cesse lui changer de position. Donc, faites une étude de poste, échangez avec vos salariés pour répertorier tous les contraintes au poste et en fonction des contraintes au poste, parmi les exemples qu'on vous a listés, n'hésitez pas à reprendre le diaporama et vous allez voir pour chaque dispositif, on a listé à chaque fois les points forts, les limites, les vigilances. Et donc, je pense qu'avec le diaporama et vos échanges avec le salarié et l'étude de poste, vous pouvez avancer confortablement dans la démarche de choix d'aspiration à la source. Je vais compléter. Ouais, juste un petit complément à ce que tu as dit. Si vous pouvez mettre une Sorbonne de laboratoire, moi, à mon avis, c'est un système qui va être plus efficace parce qu'il n'est pas soumis à l'aléa d'un bon positionnement.
Donc, si la sorbonne de laboratoire convient pour votre utilisation, moi, j'irai sur la sorbonne de laboratoire parce que ça fonctionnera très bien, quel que soit l'utilisateur, alors que le bras aspirant, si on le met un peine plus loin, il est moins efficace et vous êtes en présence a priori de silice cristalline cancérogène, donc on veut une efficacité maximum. Donc voilà, ça peut être le côté aléatoire entre guillemets du bras aspirant est toujours une limite à la prévention. Donc en tenir compte. Si vous pouvez faire mieux avec la Sorbonne, allez sur la Sorbonne. Et moi, je voulais juste, parce qu'il y a quand même plusieurs questions sur cette notion de recyclage, n'hésitez pas à consulter un guide de l'INRS qui reprend notamment tout ce qui est juridique sur ce point. C'est le guide TJ5 sur l'assainissement des atmosphères et des locaux de travail. Et en page 7, donc pour les locaux à pollution spécifique, voilà, vous avez quand même des éléments du Code du travail sur le recyclage de l'air. Donc voilà, je vous invite vraiment à consulter ce document sur le site de l'INRS, le guide TJ5, qui je pense répondra à pas mal de questions sur cette notion de recyclage de l'air qui est quelque chose voilà, à manier avec précaution. Et je vous invite vraiment à lire voilà, ce document. Et nous avons une question par Eric. La mesure de la VLP est-elle systématiquement obligatoire dans un atelier d'usinage? Par exemple, usinage de métal avec une huile non CMR. Le sujet des fluides de coupe dans l'usinage, il est un peu tordu. C'est que les fluides de coupe, à fur et à mesure qu'on les utilise, leur composition et donc leur dangerosité évolue. Donc, vous n'êtes pas à l'abri. Effectivement, vous dites avec une huile non CMR, donc ça peut être même une huile qui, à l'achat, n'a pas de danger pour la santé des salariés. Donc, au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, cette fluide de coupe, il va s'enrichir en particules des métaux que vous usinez. Même, il peut s'enrichir avec des particules issues de la dégradation de vos outils. Il peut s'enrichir en bactéries si vous êtes sur un fluide aqueux, par exemple. Il peut s'enrichir avec des HAP, donc qui sont des composés cancérogènes, effectivement. Donc, si vous travaillez avec des huiles entières. Donc, quand on se questionne si la mesure de la VLP est obligatoire, d'abord, il faut savoir, il faut caractériser son fluide de coupe, estimer un peu voilà, quelle peut être sa composition en cours d'utilisation. Et en fonction de sa composition, regardez est-ce qu'il y a des valeurs seuil. Il y a par exemple des valeurs seuil pour les bactéries, il y a des valeurs seuil pour les HAP, il y a des métaux pour lesquels il y a des VLP. Et une fois qu'on a estimé voilà, la composition de son fluide de coupe, derrière, voir est-ce que ces valeurs seuil, est-ce qu'ils sont est-elle systématiquement obligatoire? Donc, est-ce qu'elles sont réglementaires contraignantes ou réglementaires indicatives? Et dans ce cas-là, on part effectivement sur une obligation de contrôle périodique, mais le contrôle des VLP ou le contrôle de ces valeurs seuil peut être intéressant pour vous, même si on n'est pas dans un cadre d'obligation. Ça peut vous permettre à vous aussi de mettre en évidence que les systèmes d'aspiration à la source que vous avez mis en place sont suffisants pour protéger les salariés. Et je vois qu'il y a Amaury qui souhaite compléter. Oui, donc obligatoire, si c'est obligatoire, ça peut être déjà par un organisme accrédité. Et puis surtout, là, on parle de VLEP, donc d'exposition par voie respiratoire. Voilà, il y a aussi pour ces fluides d'usinage un risque non négligeable d'exposition par voie cutanée à prendre en compte. Voilà, c'est juste ce point-là que je voulais aussi préciser. Et je compléterai sur le côté VLEP. Il y a une VLEP indicative qui prend en compte le brouillard d'huile, on va dire les fumées d'usinage. Donc, elle est indicative, donc elle n'a pas de valeur obligatoire.
Donc, ça va permettre d'avoir une vue d'ensemble de l'exposition par inhalation, ce qui n'empêche, si vous avez bien identifié les polluants potentiels auparavant, de contrôler effectivement polluant par polluant. L'inconvénient d'être ciblé sur des polluants, c'est que si vous n'avez pas fait un bon screening, que votre polluant n'y est pas, vous n'allez pas le trouver, vous allez dire, voilà, je mesure le formaldéhyde, j'en ai pas, c'est très bien, mais vous pouvez passer à côté d'autres polluants que vous n'auriez pas identifiés. Donc, la métrologie dans les brouillards d'huile, c'est un élément, mais la prévention en amont et l'aspiration à mettre en place, il y a beaucoup de leviers pour diminuer l'exposition et la mesure globale donne aussi une indication et prend en compte, je dirais, l'individualité des polluants. Donc, le sujet est complexe et la réponse est rarement unique sur les fluides de coupe. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on peut attendre quelques secondes pour voir si on a des nouvelles. Et sinon, on peut clôturer ici pour aujourd'hui et on vous donne rendez-vous le 9. Voilà, merci beaucoup à tous pour l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Et on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à compléter le questionnaire de satisfaction. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.